Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Voilà, donc je vous invite à aller vous abonner à la première et deuxième chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va écouter. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent la force au mouvement, à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire de réincarnation qui se passe en Turquie, c'est dans la ville d'Adana. En fait, dans cette ville-là, c'est une maman qui dit que son fils Nekat avait commencé à parler aux alentours de 1 an et demi, 2 ans, comme ça, il parlait déjà très bien à 2 ans. Alors, l'enfant, elle dit que c'est petit à petit que ça s'était en fait construit son histoire. L'enfant, il y avait un jour comme ça, elle appelle son fils dit que non, maman, ce n'est pas mon nom. Elle dit, comment ça, c'est pas ton nom? Il dit que non, moi, je m'appelle Nissé. Comment tu t'appelles Nissé? Non, tu t'appelles Nekat. Il dit que non, je m'appelle Nissé. Ok. Plusieurs fois, l'enfant répète ça. La maman, alors, apeurée, elle parle à son mari que, chérie, l'enfant, si c'est comme si il ne reconnaît pas son nom, est-ce qu'il peut avoir un problème? Il dit que non, laisse, peut-être c'est un petit truc comme ça, laisse. Mais voilà que plus l'enfant grandit, un autre jour, il dit que non, j'ai envie d'aller à Mersin. Tu vas faire quoi à Mersin, mon père? Il dit non, là-bas, ma femme Zérat est là-bas avec les enfants. J'ai envie de voir s'ils se portent bien. Ah, la maman dit, oh, elle appelle le mari, pardon, viens témoigner l'autre ci en direct. Quand le gars arrive, elle dit, papa, répète un peu. Il dit la même chose, non, ma femme est là-bas, elle s'appelle Zérat, le papa, bon, et tes enfants s'appellent comment? Il donne le nom, le papa écrit. Les gars disent alors que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme dans ces cas-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de l'autorité religieuse. Ils vont voir l'imam. L'imam leur donne les sourates, les prières à faire. Et il y avait même des encens à brûler dans la maison. Donc, on va faire comment, non? Malgré tout, l'enfant évolue, mais il augmente plutôt des détails à son histoire. Il est toujours en train d'augmenter des détails à son histoire. Mais ce qui avait poussé les parents à réagir vers la fin, c'est en fait le jour où l'enfant leur dit en fait que non, j'avais l'habitude d'aller rendre visite à mon meilleur ami dans sa ville. Et un jour, au cours d'une de ces visites-là, nous avons une altercation et il m'avait poignardé. Il m'avait poignardé dans le dos. Et c'est comme ça que je suis mort. Son père alors dit quoi, papa? Répète, l'enfant répète. Et on t'a poignardé où? L'enfant montre. Et je crois que c'était du côté gauche, si je ne me trompe, au niveau du dos. Et à l'endroit exact où il montrait, il avait une cicatrice de naissance. Le papa dit alors que non, ça ce n'est plus au niveau de la religion. Parce que bon, vous savez qu'au niveau de la religion musulmane, on ne parle pas de la réincarnation. Donc le gars dit que non, l'affaire si est, je vais aller moi-même témoigner de ça en direct. Il prend la voiture, porte tout le monde, on va aller à Mersin. Arrivé à Mersin, l'enfant les dirige vers une maison. Mais arrivé là-bas, en fait, la maison avait été détruite, c'était un immeuble qui s'y tenait. L'enfant dit que non, je ne trouve pas ma maison était, je ne trouve pas. Calme-toi mon chéri, on va voir ce qui va se passer. Le papa décide que non, moi je ne vais pas lâcher le morceau. Si l'enfant nous a amenés jusqu'ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, le papa prend la direction de la mairie. Arrivé là-bas, il a la chance de trouver des gens, quand même, des gens bien assis. Donc, on lui demande, pardon, ton enfant a un problème psychique. Il dit que non, mon enfant n'a rien, on a tout fait. Même au niveau de l'imam, on a tout fait. L'enfant s'y répète la même. Depuis le premier jour, il a commencé à former des phrases. C'est la même histoire qu'il répète. Voilà les noms, parce que le papa avait écrit. Les noms qu'il me donne, les noms de sa femme, le nom de son ami, le nom de son fils avec qui il allait voir son ami. Il me donne tous les trucs. Heureusement que les personnes sur lesquelles il était tombé étaient quand même des personnes un peu normales. Vous voyez, non? Donc, ils ont dit, ok, pas de problème, on va regarder au niveau de la mairie, on va chercher la famille. La famille, surprise, ils trouvent le nom de la veuve Zérat, ils trouvent les enfants. Quand ils ont alors trouvé, ils ont dit, non, l'histoire, il faut qu'on aille sur place. Ils voient la nouvelle adresse de la veuve, ils décident de prendre la direction de la maison de la veuve. Mais la famille, vous savez que dans toute histoire, il y a toujours des taupes, il y a toujours des espions un peu partout. On ne sait pas qui de la mairie avait averti les journalistes. Quand ils arrivent au niveau de la maison de la veuve, les journalistes, ils attendaient déjà que, gars,
Vous n'allez pas pouvoir cacher l'autre si nous, c'est en live qu'on va faire ça. Ils arrivent, la veuve, elle était un peu étonnée, mais qu'est-ce qui se passe? Et on dit, mamie, pardon, viens, on la prend à part. On lui explique la situation, on lui dit, excusez-nous, comment est-ce que votre mari est mort? Elle dit, effectivement, son mari est mort assassiné, il avait été poignardé dans le dos. Montrez-nous, elle montre exactement l'endroit que l'enfant montrait. Et avait même remontré à la mairie. On dit, oh, pas de problème. Vous avez des enfants, oui. Combien d'enfants? Elle donne le nombre. Elle donne aussi les noms. Mais il y avait le dernier enfant qui ne coïncidait pas. Le petit n'avait pas cité le nom de cet enfant-là. Et apparemment, il ne savait même pas qu'il y avait cet enfant-là. On lui demande autre chose. Et il y a quelque chose que seul ton mari peut connaître et tout ça. Elle dit oui, effectivement, au cours d'une altercation, il m'avait blessé au niveau du genou. Je crois que sur la photo, je crois que c'est le genou droit qu'elle montre. Elle soulève sa robe et on a filmé. La famille pouvait voir les points de suture au niveau du genou, exactement au niveau de la rotule. Elle montre tout ça et elle donne d'autres trucs, des détails que seul son mari, elle était supposée connaître. Les gars repartent au salon, on prend le gars. On lui repose des questions. On lui dit, en fait, tu as oublié un enfant, le dernier, là. La veuve qui dit que non, en fait, j'étais enceinte de lui quand mon mari avait été tué. Donc, quelques mois après, après son enterrement, j'ai accouché celui-ci. J'étais déjà enceinte de lui. La famille, dans une pareille situation, les gens regardaient seulement parce que dans la région musulmane, on ne parle pas de réincarnation. L'autre, si on commence à gérer en disant quoi? Le papa, lui, il est là perdu. Les parents sont du style que, hey, on va faire comment? Notre enfant est en fait plus âgé que nous. Il a même plus d'enfants que nous. Il a vécu dans une autre ville. Il avait apparemment une meilleure vie que nous. Quand tu arrives à la maison, est-ce que tu as encore le courage de gronder l'enfant là quand tu connais que c'est presque ton ancêtre? En tout cas, ce sont des situations. Les parents qui racontent de pareilles histoires sont généralement perdus après avoir écouté l'histoire de vie de leur enfant et avoir vérifié aussi. Dans la famille, je vous raconte cette histoire-ci. Pourquoi? C'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, ce monde-ci, hein, après avoir, c'est surtout, je me suis intéressée au mysticisme et tout ça, c'était après, c'était pendant mes premières années en médecine. On avait un professeur, il y avait un là, il aimait bien nous faire venir lors des gardes en oncologie. Et lui, il était, je peux dire, dans le couloir de la mort. C'était généralement les personnes en phase terminale. Et il avait l'habitude de nous dire qu'en fait, chaque fois que vous parlez aux malades, faites aussi attention à leur psychologie, faites très attention à leur psychologie. Et il nous expliquait aussi qu'en fait, il avait vécu des choses qu'il ne pouvait pas expliquer avec la médecine. Il avait vécu des choses avec ses patients, des choses mystiques qu'il ne pouvait pas expliquer. Il nous avait raconté certaines de ces choses au cours de laquelle, par exemple, les phénomènes de vie après la mort, des gens qui sont entrés dans le coma, qui ont raconté des choses qu'ils n'étaient pas supposés connaître, avoir vu et tout ça. Et aussi, n'oubliez pas la famille, il y a aussi des phénomènes de past life regression. En fait, c'est une pratique que les médecins utilisent, certains médecins dans les centres de recherche utilisent pour ramener les gens en arrière dans les vies passées. Ils réussissent un peu à parler de leur vie passée et tout ça. Beaucoup utilisent aussi en psychologie, disent que ça aide aussi à guérir certaines maladies. Il y a certaines personnes qui souffrent de certains trucs qui en fait viennent de leur passé. En tout cas, la famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je me suis rendu compte après tout ça que nos traditions, nos ancêtres avaient raison sur tellement de points et ça m'a amené à me questionner un peu sur les religions qui nous ont été imposées. Parce qu'apparemment, elles n'acceptent pas la réincarnation. Est-ce qu'on peut me dire qu'elle n'accepte pas la réincarnation? Pourquoi est-ce que quand le Messie, on avait demandé au Messie sur, c'est quoi, dans Matthieu 17, 13, quand on lui avait demandé, est-ce que, selon ce que les scribes avaient dit, est-ce que Jean le Baptiste était Élie réincarné? Il n'avait pas dit que non, la réincarnation n'existe pas, c'est un faux concept et tout ça. Et pourquoi est-ce que, moi je me suis tout demandé, pourquoi est-ce que ses disciples poseraient même une question sur la réincarnation si ça ne faisait pas partie de leur croyance? Et pourquoi est-ce que le Messie n'a pas refuté? Et pourquoi est-ce qu'il dit, c'était dans Matthieu 11 et 14, « He is Elijah who is to come ». Il n'a pas dit que la réincarnation n'existait pas, il a dit que c'est Élie qui vient. En tout cas, je vous laisse parler en commentaire. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Salut DMG. Salut la famille DMG. DMG, je reviens aujourd'hui avec une autre histoire, ma deuxième histoire.
C'est moi qui avais raconté l'histoire des jumelles de mes rêves. Là où il y avait une mamie Wata qui est sortie de l'eau et a forcé mon petit frère à porter l'un de ses bébés. Aujourd'hui, je veux vous raconter une autre rêve que j'ai eu. Mes histoires se passent tous dans mes rêves. J'ai eu beaucoup d'histoires, mais plusieurs d'entre eux, c'est dans mes rêves. Avant de raconter l'histoire, je vais commencer par donner un petit background de ma famille. Je viens d'une famille ou bien polygamique. Ça veut dire mon père est séparé avec ma mère juste quand il est allé en retraite. Parce que mon père, après moi et mon petit frère, on est rentré au village quand il a eu sa retraite. Et ma mère est restée en ville pour emballer le reste des choses et venir avec. Donc, quand mon père est arrivé au village, il a eu une autre femme là-bas au village. Ça a fait en sorte que quand ma mère arrivait avec le reste des choses, il y avait déjà une autre femme dans la maison. Donc, elle n'a pas pu entrer. C'est comme ça que mes parents se sont séparés. On était obligés, mon petit frère et moi, pendant que ma mère est partie avec les autres, mais mon petit frère et moi, on était obligés de rester avec notre père. On était encore trop petits et il fallait qu'on parte à l'école. Ma mère ne pouvait pas s'occuper de nous tous. Donc, elle nous a laissés avec mon père et sa nouvelle femme. La cavée a commencé, vous savez, un problème de belle-mère. Les problèmes ont commencé. Pendant ce temps, je faisais des rêves. Je faisais des rêves bizarres, là où je la voyais dans des situations bizarres. Et chaque matin, quand je me lève, je raconte le rêve. La femme dit que je suis sorcière. Et elle a réussi à convaincre mon père que je suis sorcier. Et moi et ma mère, nous sommes sorciers. C'est elle qui m'envoie de dire des choses par rapport à elle. Et je t'ai dit à cette fille, la fille-ci, c'est une sorcière. Jusqu'au point que moi-même, je me doutais. Je me doutais de moi-même. Parce que je me demandais, mais est-ce que vraiment je suis une sorcière? Comment je peux voir toutes les choses que je vois là, alors que les autres ne voient pas? Comment je peux voir toutes ces choses? Ça veut dire que peut-être je peux être une sorcière. Maintenant, je reviens à l'histoire. Une nuit, je rêve. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans cette rêve, j'étais dans notre maison. C'est juste peu après le premier rêve de la sirène. Peu après, parce que j'étais à l'époque, là, j'étais vers 14 ans, 15 ans, comme ça. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais allongée au lit. Je dormais et subitement dans mon sommeil, mes yeux s'ouvrent. Je pouvais voir ce qui se passe dehors. Je pouvais voir le dehors. Et je me demandais, mais je suis encore en train de faire un autre rêve. Ça, c'est quel genre de rêve? Je ne veux pas faire de rêve encore. Comment ça, je vois ce qui se passe dehors? J'étais sur le lit. Je pouvais voir notre véranda. Je pouvais voir l'autre côté de la route. Parce que notre maison est située à un petit carrefour quartier. Là où les gens viennent, ils se placent là pour faire un petit bavardage, des petits comme ça, et après se dispersent, prendre des différentes routes pour aller chez eux. Donc, notre maison est à un carrefour. Et en face de notre maison, il y a un champ avec un grand arbre, très grand arbre d'eucalyptus, mais on avait coupé. Mon père avait coupé certaines branches de cet arbre-là parce que ça tombait sur le toit, sur notre toit. Donc, les branches qui venaient vers chez nous, il avait coupé. Donc, c'était par terre, en bas du arbre. Faisant en sorte que les gens venaient souvent s'asseoir là-bas pour faire des petits colloquiales, les enfants, les hommes, même les mamans s'asseyaient là-bas pour poser. Et quand ils s'assoient là-bas, nous, on peut être dans le salon, on les écoute. Parfois, on avait cette mauvaise habitude de rester dans le salon pour écouter les commensals des gens qui sont en route là, ou bien qui sont assis là-bas. Et c'est ça que mon père n'aimait pas. Mais c'est comme ça qu'on faisait étant enfant. Donc, je dors
je reviens à l'histoire. Je dors, mes yeux s'ouvrent, je pouvais voir le dehors et je vois l'arbre en bas de l'arbre. Il y avait au moins 6 personnes là-bas, les femmes et des hommes. C'était comme si c'était une réunion. Ils étaient en train de faire une réunion. Et devant eux, il y avait un corps. Il y avait un corps. Il y avait quelque chose. Quand j'étais au lit, je ne pouvais pas voir exactement ce qui était devant eux, au milieu, à terre, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et j'étais surpris. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Comment je peux être au lit et je suis en train de voir ce qui se passe dehors? Oh mon Dieu, je ne veux pas être sorcier. Ça veut dire que je sors encore? Comment ça? Je suis sorcier? C'est ça qui était mon problème. Hein? Mais par curiosité, je me lève du lit. Je sors de la chambre, je pars au salon, je me place à la fenêtre. Comme il n'y avait pas la lumière dedans, je peux me placer à la fenêtre dedans et voir ce qui se passe dehors. Parce que dehors, il y avait la lumière de la lune. Il y avait la pleine lune. Et je pouvais les voir bien. Mais je n'ai pas cherché à regarder le visage des gens qui étaient assis là. Ou bien de les reconnaître par les voix. Parce que si c'était des gens de notre quartier, je pouvais les reconnaître par les voix. Mais ça, là, ça ne me dérangeait pas. Mon problème, c'est comment j'ai pu les voir étant dans la chambre. Maintenant, je sors, je regarde frère, si vraiment... je suis sortie de la chambre, pas parce que je voulais voir ce qui se passe, mais seulement pour savoir si frère, ce que j'ai vu dedans se passe vraiment dehors. Et quand je me place à la fenêtre, les gens là sont là, toujours là. Et j'étais en train de regarder. Par curiosité, je vois que la forme qui était au milieu de la parterre là, c'était la forme de quelqu'un. C'était comme si c'était le corps de quelqu'un. En même temps, je pouvais voir le chien. C'est comme si c'était un mélange de quelqu'un ou bien un chien. Je pouvais voir un chien, je pouvais voir le corps, forme humaine en même temps. Et j'entends comment l'un entre eux dit, on va le découper, le chien qu'il est. On va le découper, il va mourir comme un chien. Mais il va souffrir avant de mourir. Et quand il dit que ça, les autres rient. Ça ne m'a pas dérangé. Hein? J'ai continué à regarder. C'est quand je vois un soulève la main comme ça et il fait coupe. C'est là où je comprends que ils sont en train de découper soit le chien, soit l'homme, la forme humaine que je vois là. Ils sont en train de le découper. Et quand je comprends ça, c'est comme si je fais le bruit. Je me suis... J'ai fait le bruit, j'ai paniqué et j'ai fait le bruit. Et le moment que j'ai fait le bruit, l'un entre eux attend. Il dit, mais attendez. C'est comme si quelqu'un est en train de nous regarder. Et les autres disent, tu es sûr? Il dit, oui, j'ai entendu le bruit. Attends, quelqu'un est en train de nous observer. Et après, il se lève. L'un dit, non, je ne pense pas, tu es seulement. Il dit, non, j'ai entendu le bruit. Je regarde parce que j'avais tiré le rideau. Je regardais par le rideau. J'avais tiré le rideau. Quand il vient maintenant, je laisse doucement, je laisse le rideau. Je vois comment il est en train de venir vers chez nous, devant nous, sur le veranda. Et il se place là, à la fenêtre, là où j'étais. Je me suis baissée. Il regarde, il a ses mains sur le vitre comme ça, là, pour bien regarder dedans. Il a regardé, il n'a rien vu. Il est rentré. J'entends comment il dit, c'est comme si j'ai seulement une peur, il n'y a personne. L'autre dit, je t'ai dit non, il n'y a personne. Les gens là, tu te rappelles, les chambres sont de l'autre côté. Le devant, tu sais, c'est seulement les salons et il n'y a personne. Personne ne dort au salon, ils sont tous dans les chambres. Et il est revenu, il est rentré. Ils ont continué à découper. Boum, je regarde. Ils sont découpés. Après, je me suis... Mais ça ne m'a pas trop dérangé. Le fait qu'ils sont en train de découper soit quelqu'un, soit un chien. Ça ne m'a pas dérangé. Mon problème, c'est comment j'ai pu voir
étant dans la chambre, ce qu'ils sont en train de faire dehors, ça veut dire que je suis sorcier. Ça, c'était mon problème. J'ai eu peur. Frère Dieu, ça veut dire que vraiment je suis une sorcière. Ma mère me dit que m'accuse d'être sorcier. Vraiment, je suis une sorcière. Comment j'ai pu voir ça? Ça, c'était mon problème. Je suis rentrée dans la chambre, toujours montée sur le lit, et j'ai continué à voir ce qu'ils ont fait. Ils ont découpé le chien en parties, et je vois comment chacun prend son morceau. Même si je pouvais pas voir les différents morceaux, mais je pouvais voir comment l'autre, que chacun prend sa part, l'autre prend. Et après un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je suis endormie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, maintenant, je me lève, j'avais peur. J'avais tellement peur, excusez-moi, j'avais peur parce que quelque chose me disait que je suis sorcière. Et ça, c'était mon problème. Je n'ai pas raconté l'histoire, je n'ai pas raconté cette rêve à quelqu'un. Je n'ai jamais raconté. Je ne pouvais pas dire à mon père, voilà ce que j'ai vu. Il va seulement confirmer le fait que je suis sorcier. Parce que lui aussi, il me traitait déjà de sorcier. Chaque fois, je suis en train d'accuser sa femme. C'est moi qui ai l'associé ici. Donc, je n'ai pas dit. Je suis restée avec parce que j'avais peur qu'on va seulement confirmer que je suis sorcier. Donc, je n'ai pas rien dit. C'est ici maintenant, quand j'écoute les histoires de DMG, que je comprends que les gens là, c'était une réunion de sorciers qui étaient en train de découper quelqu'un. Et ça ne fait même pas un an que j'ai raconté le rêve aussi à mon père, et mon père me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Sûrement, le temps là, quelqu'un est mort. Pendant ces périodes, quelques jours, peut-être quelques semaines après ça, quelqu'un est sûrement mort. Alors que tu as vu quand on découpait la personne, on pouvait toujours le sauver si tu m'avais dit. Je lui ai dit, mais papa, tu m'as toujours dit que je suis sorcier parce que j'accuse ta femme d'être sorcier, ou bien parce que tu as raconté les choses que je vois par rapport à ta femme. Tu me dis que je suis sorcier. Donc tu es sûr que si je t'avais dit là, tu n'allais pas me dire que je suis sorcier. Il me dit, mais ça c'est une autre rêve. C'est une autre. Je dis, non papa, je ne peux pas te dire. J'avais peur d'être sorcier parce que maintenant là, tu as toujours ça dans ta tête que quelque part, je suis sorcier. Donc ça c'est mon histoire, la famille. J'ai vu quelque chose dans un rêve qui était très important, mais j'ai négligé. Pas peur, parce que j'avais peur. Merci. S'il y a quelqu'un qui me comprend là-bas, explique-moi. J'ai beaucoup de rêves comme ça. Je vais vous raconter l'autre rêve que j'ai eu par rapport, l'un des rêves que j'ai eu par rapport à ma belle-mère. Merci. Thank you. See you next time. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut la communauté DMG. Bonjour DMG. Je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais vous raconter une histoire de ma voisine. Ma voisine, on était en voisinage dans la même cour. Donc c'était ma voisine directe. Elle est devenue ma camarade, tout ça. Elle est mariée. Elle avait fait une fille. Maintenant, sa deuxième grossesse, elle a eu une fille encore. Et cette fille, elle a accouché cette fille a fait 1 an. Cette fille ne s'asseyait pas. Elle met la fille dans le seau. Tête de bébé là, ça n'arrête pas. On dirait bébé qui vient de naître. Ils sont là. L'enfant a fait 1 an. Chaque jour, l'enfant est couché. Quand elle met l'enfant dans le seau, l'enfant ne sait pas s'asseoir. Soit l'enfant baisse sa tête et puis elle soulève ses yeux et puis elle me regarde. Un jour, moi, je passais devant sa porte et puis j'avais dit ma voisine, j'ai dit ton enfant là, c'est pas l'eau. J'ai dit ça comme ça. J'ai dit ton enfant là, c'est pas non. Le comportement que ton enfant a fait là, c'est pas l'eau. Elle dit, enfant, il est ta mauvaise bouche sur ma bouche, sur mon enfant au moins, excusez-moi. Il est ta mauvaise bouche sur mon enfant. Tu as compris? À cause de ça, tu n'as pas enfant. Parce que à ce moment, moi aussi, je n'avais pas fait enfant. À cause de ça, tu n'as pas enfant là. Tu ne vas pas avoir enfant aussi. De quelle manière ça là? Donc, elle a fait parler avec moi, elle ne m'a même pas parlé même.
On a fait près de 6 mois. Hein. On ne causait pas, je la salue, elle ne répond pas. Pourquoi j'ai dit que son enfant n'est pas l'homme? Donc, la petite soeur de sa tante, elle vend au marché. Quand elle arrive avec l'enfant au marché, personne ne prend l'enfant dans sa main. Maintenant, elle a critique derrière elle pour dire que non, notre fille, là, son enfant, là, on n'est pas sûr de l'enfant, on n'est pas sûr de l'enfant. Mais personne ne lui a dit que ah, ton enfant, là, c'est pas l'homme. Mais un jour, les Dozo, ils étaient en train de faire les fêtes. Ben, les Dozo sont au nord de la Côte d'Ivoire, c'est les chasseurs. Ils étaient en train de faire les fêtes. Donc, quand ils sont venus beaucoup, il y a une de ces tantes qui est venue la prendre. Avant ça, d'abord, quand moi je lui ai dit ça, elle est partie chez une vieille. Elle ne me causait pas. Hein. Elle est partie avec une autre dame chez une vieille. La vieille a dit que ah, il va faire canari pour toi, tu vas envoyer l'enfant. Je vais laver l'enfant. Si j'ai lavé l'enfant dans l'eau là et que l'enfant n'a pas crié, c'est que c'est l'eau. Elle dit d'accord. Donc la vieille a fait canari pour lui donner. Quand elle a envoyé canari à la DMG, elle a préparé. Au moment de soulever canari pour renverser l'eau dans le bassin, en bas des canaris, elle a quitté tout médicament est décès. C'est pas une histoire à raconter, c'est moi-même j'ai vécu, j'étais là. C'est ma voisine directe. Donc elle allait dire à la vieille, deuxième fois encore, elle est venue, elle dit elle va renverser. Canari là, ça s'est divisé en deux sur le feu, d'un tout que là. Ah, elle voit que c'est sérieux. Donc quand sa tante est venue l'appeler, que non, les deux jours sont venus, donc elle a parti elle n'a pas hésité. Ils sont partis. Arrivé chez le Dozo, ils ont les caméras, c'est parce que c'est mystique, ouais. Il a pris photo de l'enfant. Quand il a pris photo de l'enfant, c'est sorti gros serpent DMG. Donc il a pris photo là, il a montré à la maman. À la maman, ma voisine, et puis il dit que moi je suis venue fêter. Je ne suis pas de vos villages, donc je ne peux pas faire ce genre de travail. Sinon, ton enfant n'est pas humain. Elle dit d'accord. Donc, ils sont partis, elle a appelé son mari. Elle et puis son mari, ils aimaient l'enfant magique. Le monsieur même, il cherche l'argent même. Son lieu de travail, ça marche, c'est un réparateur, ça marche, mais il n'a pas l'argent. Il ne sait pas où l'argent rentre. Donc, sa femme allait lui dire, donc, il y a un village à côté de nous. Il y a un vieux qui fait ce genre de travail-là. Ils sont partis chez le vieux là. Sur le vieux, si ton enfant n'est pas humain, dès que ton enfant rentre dans sa cour, l'enfant commence à pleurer. Elle dit dès qu'ils ont mis les pieds dans la cour, l'enfant commence à pleurer, l'enfant pleure. Elle dit aïe. Qu'est-ce que ma voisine a dit? On dirait que c'est vrai. J'ai une photo, ils l'ont montré là chez elle, là, c'est pas son enfant. Donc le vieux dit ah, qu'est-ce que moi je vois là? C'est pas un enfant, mais ce travail-là, moi je le fais à 100 000 francs. Si elle te suit là, elle va t'appeler pour continuer. Que ce travail-là, je fais ça à 100 000 francs. Elle a dit à son mari a dit que où je suis là. Si elle dit que mon travail ne marche pas, j'ai menti. Mais tout l'argent qui est sur moi là, c'est 2000 francs. Je ne sais pas où mon argent rentre. Donc, elle était obligée d'appeler sa maman. Sa maman a appelé dans la famille, ils ont cotisé l'argent là, 3 jours. 100 000 francs, quand elle a envoyé l'enfant là, elle n'avait pas donné ça à l'enfant. Et si tu ne donnes pas ça à l'enfant là, parce qu'elle est venue, elle a commencé à poser. Et si tu ne donnes pas ça à l'enfant, en tout cas, c'est vous de vous dormir dans la maison. Donc, elle a commencé à donner manger à l'enfant. L'enfant ne mange pas, l'enfant avait perdu. Elle a donné ça à l'enfant. 3e jour, elle a pris l'enfant là, tout ce qui va avec les habits ou quoi, chaussures, elle a tout ramassé. Elle est partie chez le vieux. Elle dit en tout cas, on n'a pas transformé l'enfant devant elle. C'est son mari et le vieux sont rentrés en brousse. Et puis quand elle donnait l'enfant au vieux, elle a dit à l'enfant que tu t'en vas là. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Pour plus jamais nos chemins vont se croiser, s'il te plaît. Et c'est encore une petite fille. Donc c'est ce qu'elle a dit à l'enfant. Et l'enfant, elle a remis l'enfant, ils sont allés transformer l'enfant. Elle venait de l'enfant crier un coup. Et puis le vieux est venu avec son mari que c'est fini. Donc le vieux dit, elle n'a qu'à jeter les habits de l'enfant sur la route là-bas. Il ne faut pas, elle va se retourner avec. Donc tout ce qui était comme habit d'enfant, chaussures, elle a tout jeté sur la route. Donc arrivé, quand elle venait, le vieux lui a donné un médicament pour noir. Elle n'a qu'à mettre l'eau pour se laver pendant 7 jours.
que c'est sa belle famille, dans sa belle famille, qu'il y a une personne qui n'a pas apprécié son mariage, que c'est cette personne-là qui a fait. Que si elle ne se l'a pas un médicament que lui va lui donner, là, elle va refaire encore. L'enfant va revenir encore. Parce que la personne ne veut pas son bien. Donc, il ne faut même pas aussi, elle va se coucher pour penser à l'enfant, sinon l'enfant va revenir. Quand elle est venue, elle s'est lavée 7 jours. Elle a préparé beaucoup comme ça, elle a partagé aux gens. Elle a dansé, qu'elle a échappé l'amour. Donc, c'est pour dire que où le monde est mauvais. On n'est même pas en sécurité dans nos familles. On peut faire des raisons dans la belle famille. On n'est pas en sécurité. Sinon, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Salut DMG, salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous êtes tous bien par la grâce de Dieu. Alors, abonnez-vous, likez et partagez massivement. DMG, je viens ici raconter une histoire que ma famille et moi avions vécue il y a de cela 3 mois. Je ne sais pas si elle est d'ordre mystique, mais elle a une très belle leçon de vie. Alors, je raconte l'histoire. Il y a de cela 3 mois, il y a un de mes cousins qui soutenait. Et après sa soutenance, on avait organisé une petite fête de famille là où sa maman vivait. C'était bien, c'était beau. On a mangé, on a dansé. Toute la famille était là, sauf ceux qui étaient en Europe. On était tellement bien ce jour. Et un mois après, on nous annonce qu'il y a une de nos tantes qui est gravement malade. Oh, c'est quoi? Il y a un mois, on était tous en famille, on était tous bien. Un mois après, quelqu'un est gravement malade. Bon, moi, je me dis, voilà, toute la famille a essayé de se mobiliser en présentiel. Moi, vu mon emploi de temps serré, voilà, j'essayais de donner les coups de main comme je pouvais. Alors, le temps ne faisait que s'empirer, DMG. Le temps ne faisait que s'empirer. On l'a interné à l'hôpital. Parce que d'abord, c'était dans un centre de santé. Puis le centre de santé a dit non, l'état est trop grave. C'est mieux qu'elle aille à l'hôpital. Donc, elle allait dans un hôpital public. Et là-bas, DMG, on avait l'impression que son état s'empirait d'heure en heure. Pas de jour en jour, mais d'heure en heure. C'était qu'à midi, on t'appelle, on te dit que c'est un peu grave. À 13, on te dit que wow, c'est catastrophique. Alors, au bout d'un certain temps, vu que sa situation vraiment ne cessait de dégringoler, c'est même arrivé au niveau où il fallait qu'on le paie parce qu'on avait découvert qu'elle avait l'appendicite. Au départ, c'était un palu grave. Mais après, on dit qu'elle a l'appendicite. Donc, il faut qu'on le paie. DMG, on opère. La famille se réunit, on réunit les fonds, on opère. Quand on opère, après ça, on découvre que elle a un cancer. DMG, regarde un peu comment les événements sont en train de se succéder. À peine on opère l'appendicite, on découvre qu'elle a un cancer. Oh Seigneur, ça c'est quel coup dur que la famille est en train de subir comme ça. Financièrement, nous sommes en train de dépenser. Tu n'as pas idée jusqu'à quel point. Car, quand ma grand-mère apprend au village que sa fille traverse des moments comme ça, elle a seulement dit que je m'en vais à Douala. Dès que ma fille meurt, on met à la morgue, je descends avec le corps de ma fille. Parce que comme elle montait là, elle savait qu'elle va descendre avec le corps. Les gens même du village sont montés. Tu connais les mamans du village, non? Elles sont montées parce qu'on savait que, gars, c'est la mort. Parce que tout le monde voulait assister à la veillée en ville et au village. Donc, automatiquement, on avait même déjà fait des programmes que si elle meurt là maintenant, là, telle famille va... Il y avait déjà ça, il ne peut pas te mentir. Dans le groupe des familles, on parlait déjà de ça. Alors, DMG, quand on opère comme ça, figure-toi que on s'en rend compte que la partie qu'on a ouverte n'est pas en train de sécher. Ça ne fait que couler. Ah, DMG, ça coule. Au bout d'un moment, ça commence à la faire comme si elle a le palu, elle tremble. On appelle le médecin. Le médecin vient examiner la plaie. Il s'en rend compte que la plaie est loin de commencer à cicatriser. Et ça a commencé à la faire les escarres. Ça a commencé à la faire les escarres dans les plaies de lit, DMG. Et au niveau des coudes, elle était devenue maigrichonne. Jusqu'au point où elle portait déjà des couches sur les escarres. Donc, tu as d'abord les blessures aux fesses. On a obligé de mettre les couches parce qu'elle déféquait
déjà sur le lit. Et ça, on l'avait mise dans une salle seule parce qu'elle ne pouvait plus rester avec des gens. Ça puait tellement mauvais. Ça puait tellement mauvais. Regardez, moi, je n'avais pas le cœur d'aller à l'hôpital voir ma tante dans cet état. Je vais te dire la vérité, frangin. Je n'avais pas le cœur. J'apprenais seulement ça comme ça. Mes tantes m'appellent. Quand mes tantes m'appellent, que ah, tata, c'est comment là-bas? Je dis que oh, mon fils, c'est qu'ils voient là-bas là. Non. Vraiment, j'ai dit que mes tantes me disent que moi, j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. C'était la tristesse totale. Les voix qui se faisaient dans le groupe de famille, c'était la tristesse totale. Moi, j'ai dit que je n'ai pas la force. Je vais rester à la maison. DMG. Après, quand on examine la plaie quelques semaines, après que le médecin soit passé pour dire que la plaie ne semblait pas cicatriser, on s'en rend compte que l'intestin qu'on avait diminué a lâché sur un côté. Ça a lâché sur un côté DMG. Ça veut dire que l'intestin est ouvert sur un côté. Pleurer de mettre. Mais ça, c'est quelle tragédie qu'on a en train de vivre comme ça. Il y a d'abord le cancer qu'il faut qu'on commence à traiter. On n'arrive pas. Maintenant, il y a l'appendicite. Et sans oublier que elle a la maladie de 4 lettres depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc voilà 3 maladies mortelles dans un seul corps. Un corps même qui est déjà osseux parce qu'il n'y avait plus la chair. Car DMG, j'ai dit à la famille que moi je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai été habitué à voir ma tata la joviale. C'est une tata qui aimait le nyanga, qui aime le nyanga. Parce que, bon, j'arrive. Une tante qui aimait le nyanga. C'est-à-dire qu'elle aimait toujours être bien habillée, bien parfumée, bien coiffée avec ses jolies lunettes. Elle aimait bien elle ça. Elle n'est pas riche, mais elle savait prendre soin d'elle à son petit niveau. Alors moi, c'est ce souvenir-là que moi j'avais d'elle. J'ai passé le temps à regarder nos vidéos, à ressasser les souvenirs du passé. Bon, j'ai une petite cousine qui m'envoie un message, un long message dans lequel elle m'explique comment c'est pas normal, pourquoi je vis, pourquoi quand c'est seulement dans les événements heureux que je viens, tout ça, justement pour le message là m'a touché au cœur. Elle m'a envoyé ça un dimanche. Le message là m'a touché, j'ai mal dormi le dimanche là. Je suis décidé que la semaine qui suivait là, je vais partir là-bas. J'ai décidé de partir là-bas un mercredi. Le mardi, j'ai fait un rêve dans lequel mon grand-père qui est décédé, ça fait 7 ans que je n'ai plus jamais rêvé depuis 7 ans. Et rappelons que je porte le nom de mon grand-père. Donc dans ma famille, on m'appelle Papa. Papa. Donc tout le monde m'appelle Papa. Tout le monde, toutes mes tantes m'appellent Papa. Les sœurs de mon grand-père m'appellent Papa. Donc je porte le nom de mon grand-père. Alors, je rêve de mon grand-père que je vois arriver vers moi, tout souriant, qui me salue, parce qu'il m'appelle toujours Mbom, 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 ça veut dire homonyme, Mbom, homonyme. Donc, tout souriant, il me dit Mbom, il me salue. Et quand il me salue, j'ai l'impression qu'il est en train de me donner quelque chose. Et après, je me réveille. J'appelle ma mère. Je lui raconte le rêve que j'ai fait. Elle me dit que, ah, tu sais que ton grand-père t'aimait beaucoup. Peut-être, c'est une bonne nouvelle qui est venue t'annoncer. Je ne sais pas. Je dis que, ah, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Je pars au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé d'MC. Je suis rentré tard, fatigué. Ouais, je ne suis pas parti le mercredi là. La nuit du mercredi, je refais encore le même rêve. Je vois encore mon grand-père venir vers moi, me saluer comme s'il me donnait quelque chose. Là, je comprends qu'il faut que le jeudi là, je fasse tout pour aller à l'hôpital. C'est comme ça quand j'ai fini le travail. La même fatigue que j'ai eu le mercredi. M'attrape, il dit à la fatigue là que non, tu as menti. Je vais partir. Pour trouver un moyen de transport pour aller là-bas ce jour, Seigneur. J'ai souffert le mardi. Il dit, j'ai souffert le mardi. Parce que comme la route ne passait pas sur ce côté-là, je ne peux pas partir avec la voiture, il fallait le benzikin. J'ai souffert le mardi pour trouver le benzikin. Le benzikin qui est partout dans le Douala, mais le jour là, j'ai souffert. J'étais découragé. J'appelle là-bas l'hôpital, que mais voici, il veut venir à l'hôpital, mais il trouve pas un moyen de transport. Il fait comment? On ne fait que dire viens. Viens, on t'attend, Je raccroche, je force, regardez, je force. Car j'ai doublé le prix. J'ai trouvé une moto qui m'a pris.
Donc, malgré le prix qu'il est doublé, là, il me dit qu'il me bat. J'ai dit qu'ici, papa, il n'y a pas de problème. Allons seulement. Tant que toi, tu roules bien, ça va. Quand j'arrive à l'hôpital, les visages sont crispés, pleins de tristesse. Ah, j'arrive, je salue. Tu vois, le geste, quand tu dis, meilleur habillé. Donc, les gars te répondent d'une manière. Personne ne veut même ouvrir la bouche pour qu'un mot sorte. Je comprends que la situation est grave. Il y a une de mes tantes qui me dit que, mais depuis qu'on t'attend, oh, on ne veut pas que mais ça c'est pour aller dans mon cœur que vous m'attendez. Pourquoi? Je suis médecin? Non. C'est moi qui venais payer toutes les factures ici? Non. Vous m'attendez que moi je suis qui? Voilà toute la famille, les cousins, les nièces, tout le monde est là. Tu me dis que c'est moi que tu attends. Moi, j'ai mal pris ça. Hein? Que vous m'attendez que c'est quoi? C'est moi qui venais avec l'onction de la guérison. Alors j'entre dans la salle où ma tata était. Je trouve ma grand-mère qui était venue du village, qui était là. Elle est assise. Quand je la vois, parce que moi je l'appelle à moi, comme c'était la femme de mon grand-père, donc c'est ma femme. Donc moi je l'appelle à moi. Elle me dit Kando, je dis que là, elle me dit que Nkebe, moi ça me racontait un peu les périples qu'elle a dû traverser pour arriver à Douala, tout ça là. Ok. Directement, je vois ma tante. Il y avait encore deux de mes cousins qui étaient dans la salle. Quand je m'approche de ma tante, eux ils sortent. Ma tante ne peut même plus parler DMG. Elle ne peut même plus parler. Elle me regarde avec les yeux comme ça. Elle tourne sur moi les yeux comme ça là. Je m'assois parce qu'il y avait un lit en face d'elle. Je m'assois sur le lit parce que je suis grand de taille. Donc je pouvais m'asseoir et puis toujours être pas très loin d'elle. Je m'assois. La main qui n'avait pas la perfusion. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui me plie le temps à ce moment-là. Parce que je ne peux même pas te dire ce que j'avais dit ce jour. Je m'assois, j'attrape sa main. DMG. Je commence à parler. Je ne peux même pas te dire ce que je disais. Je commence à parler. Je parle. Mais après, je laisse sa main. Je dis à ma grand-mère que je suis en train de partir. Je pars. Je dis aux gens qui étaient dehors là, qui causaient tout ça là, que moi je suis en train de partir. Elle dit que mais tu as fini, tu rentres comme ça, pourquoi? Je dis que non. Je pars. Je suis parti. Derrière moi, je te jure au nom de Dieu, je te jure, j'ai l'impression que mon grand-père m'avait donné quelque chose sur les mains qu'il fallait que je dépose sur ses mains. Derrière moi, son état n'a cessé de s'améliorer. Après mon passage, on dit que la zone là, où on avait fait l'opération, là, qui refusait de sécher, a commencé à sécher. La zone là a commencé à sécher. La zone là a commencé à sécher. Après ça, j'ai encore fait un autre rêve de mon grand-père qui est venu me dire que Jess Nyon. Ça veut dire en français que fais manger ta mère. Mais fais manger ma mère là, maintenant moi je ne sais pas. Toutes mes tantes sont comme mes mères. Mais est-ce que ma mère a faim? Ma propre mère qui est à la maison, est-ce qu'elle a faim? Est-ce que moi qui m'a dit, je ne l'ai pas donné? Je ne comprenais pas trop le sens. 3 jours après, ma mère elle m'a envoyé un voice, voilà, elle m'a envoyé un voice dans lequel elle me dit que mon père, c'est fort. Nous on a trop dépensé pour ta mère à l'hôpital. Hein? Elle veut manger le gombo avec le couscous. Donc fais l'effort. Elle me dit le même mot que mon gars m'a dit dans le rêve que Jess Nyon. Je regarde la coïncidence. Mon gars me dit dans le rêve que Jess Nyon. Toi aussi tu me dis dans la rêve que Jess Nyon. J'ai compris. Dit ok, j'ai envoyé l'argent. On a fait son couscous sur ce gombo. DMG. Elle qui ne mangeait presque plus, elle a tabassé le couscous le jour-là. À l'heure que je te parle, même le cancer là, on est en train de la suivre étant à la maison. Elle passe seulement faire, c'est des chimios, c'est quoi, je ne sais pas trop. À l'heure actuelle je te parle, la DMG, elle est sortie de l'hôpital. Le jour qu'elle sortait de l'hôpital, les infirmières, ça c'est ce qu'on m'a dit, les infirmières, certains médecins, la DMG, il la prenait en vidéo. Pour dire que ça c'est un miracle. Que la femme-ci, parce que la chambre là, apparemment quand on te met là-bas là, tu ne sors pas vivant. Que la femme-ci qui est en train de sortir là, c'était comme un miracle. C'était comme elle a descendu les escaliers en marchant, doucement, entrée dans le véhicule. On est parti avec elle à la grande maison familiale. Elle est là-bas actuellement, elle est en train de récupérer.
Elle part en ville, elle fait, je sais pas comment faire les traitements de cancer, là, je sais pas. Elle revient à la maison, elle part, elle revient à la maison DMG. Elle est en train de récupérer même son poids. Et c'est là que dans les commentaires, parce que depuis qu'elle est repartie là-bas, je ne suis pas encore parti là-bas, c'est elle qui raconte à ma mère que je lui ai imposé de guérir. Et que je lui ai dit que la prochaine fois que je vais le voir, c'est soit chez elle, soit à la maison familiale. C'est ce que ma mère me dit. Parce que moi, il faut dire que moi, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit le jour-là quand j'ai pris sa main. Alors voilà comment elle a trouvé la guérison. Voilà comment cette femme a pu trouver la guérison, parce que mon grand-père est peut-être passé par moi pour lui envoyer l'onction de la guérison. C'est pour ça que j'aimerais vous dire ce soir que les morts ne sont pas morts, les morts sont parmi nous. Ils écoutent nos prières, ils écoutent nos pleurs. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bien le bonsoir à la grande famille DMG. Je vous prie de liker, commenter puis partager. Je viens ici vous raconter une expérience de ma vie. Bon, la morale de cette histoire, c'est on ne va pas à l'école forcément pour travailler, c'est pas trop dans les ministères ou quoi que ce soit. Parfois, on va à l'école pour s'éduquer, c'est très important. Je viens vous raconter l'histoire d'un aîné qui faisait dans le bâtiment, mais qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Bon, bref, j'entre dans le sujet. Cet aîné me prend au quartier, il me dit, voilà, s'il te plaît, je veux que tu viennes m'aider dans la ville de Kribi. Je lui dis, bon, voilà, tu veux que je t'aide dans quel sens? Il me dit, voilà, tu es un petit, je vois, tu es intelligent et tout, je veux que tu sois un peu comme mon secrétaire. Genre, quand je m'avais prendre des débits, je tiens à rappeler ici que c'était un grand frère qui faisait dans le bâtiment, donc dans les chantiers, quoi. Il me dit, voilà, tu connais ma situation, j'ai pas été à l'école, je sais pas lire, je sais pas très bien écrire et tout. Je veux que tu sois un peu comme mon secrétaire, genre, quand j'ai un devis à prendre, les commandes et tout, tu mentionnes et puis on va, on achète et on vient en livre. Je lui dis, bon voilà, ben, sincèrement, je ne fais rien pour le moment. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas t'aider. Voilà, il me dit, voilà, vraiment, je vais à Kribi, tu vas me suivre. Il n'y a pas de souci, il me fait un dépôt. Bon, une semaine plus tard, je m'en vais, je prends le transport, j'arrive à Kribi. On s'installe, il avait un appartement et tout. J'étais avec un de ses petits aussi. Dommage pour lui qu'il soit aussi... c'est pas une injure, hein, du moins, mais je peux dire illettré. Lui aussi, ne savant pas écrire ni lire, bon, j'étais un peu comme celui-là qui faisait cette tâche-là. On arrive dans les chantiers. Il gagnait, tenez-vous bien, il gagnait des grands chantiers, hein, avec des grands monsieur, si ce n'est un commandant du BI qui construit son duplex, si ce n'est tel ou membre du RDPC et tout. Bon, voilà, on arrive, je fais tout et tout. Bon, on est là à la maison, parfois on rentre là, on est là. Bizarrement, je vois je peux dire une brochure, quoi, un livre, voilà, du moins, qui attire mon attention. Toutes les fois je vois, je fais comme si j'ai pas vu. Mais je tiens à rappeler ici que je suis quelqu'un qui est passionné par la lecture, j'aime bien lire. Je prends le livre en question, je m'assois, il n'y avait personne à la maison. J'ouvre le livre. Quand je vois l'introduction et tout, bon, on ne parle pas trop de grand chose, mais quand je feuillette, j'arrive sur la première page. Bizarrement, ce sont les instructions. Les instructions dans la genre, prends 5 piments, prends tel ceci, mélange dans l'eau là, toi fais ceci. Je me rends compte que ce sont des formules. Il rentre le soir et lui pose la question que quand je dis, le livre ici, c'est quoi? Il me dit, ah, laisse ça ou c'est là. La famille, je puis vous rassurer, je me lève le matin, j'ai des yeux enflés comme si on m'avait boxé. Bon, la première fois, je néglige. Le 2 jours après, je reprends le même livre, je vois, c'est toujours des instructions, prends ceci, prends cela. Je me lève le matin, les yeux ont encore enflé. C'est quoi ça? Je me dis, bon voilà, je suis quelqu'un à la base, j'ai mal aux yeux, je porte des verres, bon. Je me dis, ah c'est rien, c'est peut-être le mal d'yeux qui ont... Bon, du moins, ce sont les yeux qui ont recommencé.
Je m'en vais à la pharmacie, je prends les colliers et tout, ça baisse. Le lendemain, je reprends le même livre, je me mets encore à lire, les yeux enfants encore. Le grand frère voit que je suis en difficulté et tout, il me dit, mon petit, s'il te plaît, de grâce. Quand tu vois, je t'ai dit la dernière fois de ne plus toucher ce livre, c'est parce que je sais. Ce livre est à usage personnel et unique à moi. Ne touche plus. Je lui dis, bon, quand j'ai compris. Ça m'a d'abord intrigué pour quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire, je ne sais pas comment il faisait. Bon. Un autre grand du quartier aussi, avec qui on était parti, bon, du moins que j'ai trouvé là-bas, il me voit, il m'appelle, il me dit, mon petit, je vois tu es quelqu'un de très bien et je vois tu es curieux. Fais très attention à ce grand frère. Je ne te dis pas qu'il est méchant, il est mauvais, mais c'est notre grand à tous, c'est un grand qui paye bien. Bon, nous on avait surnommé Maître Paye parce qu'il payait bien. Il me dit, mon petit, tu as remarqué, ce grand vient souvent, il nous donne des sardines, le pain parfois non. Je dis oui. Tu vois, parfois vous êtes comme ça, s'il dit qu'il va te payer par exemple 10 000, parfois il vient te donne 20 000. Non, je dis oui. Il me dit, mon petit, sincèrement, ce sont notre grand frère que tu vois aller entrer dans le jour comme on dit soir. Je dis, ah, moi je ne vois pas l'histoire là comme tu penses là. Il me dit, je t'assure. Il me dit, tu as remarqué le poteau que nous étions en train de couler là. Je dis oui. Il me dit, ce poteau, on a changé les pièces de 500 dans un seau de 10 litres. On a coulé le poteau avec cet argent. Je dis, mais bizarrement, c'est pour faire quoi? Il me dit, dans leur monde, du moins dans leur truc occulte, il me dit, cette maison ne manquera, bon, du moins la personne qui a conçu cette maison ne manquera jamais d'argent. Je me dis, moi ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que j'ai à faire, je fais peut-être 2 mois, je rentre sur Yaoundé. Après j'entends que le grand frère il est malade et tout. Bon, du moins moi je voyage, je vais où je devais partir. J'apprends que le grand frère est tombé gravement malade, on l'a évacué sur Yaoundé, il est là, ça ne va pas. Mais mes frères, rassurez-vous, ce grand frère perd son âme, il est mort comme un chien. Je dis bien comme un chien. Quand il décède, il a fait un mini AVC, il a fait ceci. Bon, vous connaissez un peu chez nous dans la famille, la tradition et tout. On a dit, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, il a intégré les trucs occultes et tout. Je tiens ici aussi à rappeler aux gens que rien ne dépasse Dieu. Dieu est le maître ultime de tout. Il n'y a pas son pareil que nous ou son semblable sur terre. Faisons attention, prions beaucoup et faisons attention. Donc c'était là l'histoire. Je vous prie de partager, commenter et puis liker. Faisons attention, le droit glisse maintenant. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous les abonnés de l'émission DMG, Histoire mystique. Alors, je voudrais féliciter l'initiative, féliciter DMG parce que cette émission, elle enseigne, elle attire l'attention. Elle attire l'attention sur certains éléments dont on ne faisait pas forcément attention avant, en tout cas moi. Et donc, depuis que j'écoute les histoires, les expériences des uns et des autres, mon comportement a changé sur certains points, en tout cas. Je suis un peu plus attentive. Je vous raconterai. Alors aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire qui est arrivée à ma petite sœur. Elle m'a donné l'autorisation de le faire. Il y a plusieurs années, donc ma petite sœur qui ne vivait pas en famille, elle vivait avec un de nos grands-pères. Et ma petite sœur avait comme ça certaines manifestations, des choses qui lui arrivaient, tomber dans un état second quand elle était en présence de corps à des funérailles. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on lui avait interdit même de se rendre là où il y avait des deuils. Et une fois, elle a fait comme ça une crise. Bon, on l'emmenait à l'hôpital. Et elle est rentrée en famille parce qu'elle habitait chez un de nos grands-pères. Et donc, elle est venue à la maison. Elle a fait un séjour à l'hôpital. On l'a traitée, on lui parlait de stress et tout. Et puis bon, comme ça coïncidait
avec la fin de l'année scolaire, elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison, les mois sont passés. Et puis, il y a le cousin du grand-père chez qui elle vivait qui est décédé. Le grand-père était déjà décédé il y a longtemps. Donc, cet autre grand-père, je dirais, est décédé. Il est décédé, on n'a pas pu en parler à ma petite sœur, on va la nommer Titine. Donc, on n'a pas annoncé ce décès à Titine parce qu'elle était encore convalescente et tout. Et les mois sont passés. Et on partait dans une année. Entre-temps, l'année scolaire suivante a commencé. Titine suivait des cours du soir à la capitale. Un jour, et comme les parents avaient déménagé pour aller dans un quartier qui était nouveau, donc pas encore très habité, je suis ivoirienne, donc Titine prenait des cours du soir à la cité administrative, au plateau à Abidjan. Un soir, Titine rentre de ses cours. Entre-temps, elle avait aménagé avec son fiancé, parce que comme les parents habitaient dans un quartier, je dirais pas encore habité, que c'était les soirs qu'elle devait aller prendre les cours, donc son fiancé est passé demander la permission pour que Titine reste avec lui et de chez lui aller à l'école. Donc c'est comme ça que Titine aménage avec son fiancé. Et donc, de retour des cours un soir de décembre, hein, c'était la période avant les fêtes, là, le 20 et autres, un peu avant, juste avant qu'on les élèves ne partent en congé scolaire. Titine rentre, elle dit à son copain, « Ah, tu sais que j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu mon grand-père. » Bon, on va nommer le grand-père Jonas, le cousin du grand-père. Jonas, celui qui est décédé, dont on n'en a pas parlé à Titine. Alors, j'ai vu mon grand-père Jonas au plateau. On était tout content de se voir, de se rencontrer. Il m'a même donné 500 francs. Et le fiancé qui ne réagit pas. Elle raconte l'histoire plusieurs fois. Le fiancé ne réagit pas. Elle dit, mais je te parle de mon grand-père. Tu ne dis, si, je t'entends. Ah, dès le lendemain, il a passé un coup de fil à ma mère. Ah, voilà ce qui se passe. Titine dit qu'elle a rencontré son grand-père Jonas. C'est maintenant on se rend compte, on se souvient qu'on n'a pas parlé de ce décès à Titine. Donc, au moment qu'on convoque Titine à la maison, on vient et avec papa. On l'a fait asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré ton grand-père Jonas? Oui, on s'est vu au plateau. J'étais allée au cours. On s'est rencontrés. Et j'étais surprise de le voir là à Abidjan. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit qu'il est venu parce qu'il a des créances à recouvrer. Il y a plusieurs personnes qui lui doivent de l'argent, qu'il est venu recouvrer ses créances. Et bon, il a fouillé dans sa poche. J'étais vraiment contente. Il a fouillé dans sa poche. Il m'a remis 500 francs. Et je me suis dit, cet avare là, c'est que 500 francs, il me remet. Et puis bon, on s'est séparés, moi je suis allée au cours. Donc, il a dit, bon, il faut que tu sois courageuse et tout, mais en réalité, ton grand-père Jonas, il est décédé il y a bientôt 1 année. Bon, heureusement, elle a pris assez bien, je dirais. Mais moi, ça ne lui serait pas arrivé. C'est vrai que je croyais que ce genre de choses se passait, mais de si près, c'était ahurissant. Et elle-même, elle n'en revenait pas. Pour dire que on ne sait pas, ça existe, ce genre de choses, les histoires de revenants et tout, ça existe. Comment et pourquoi, Dieu seul le sait. Allez, c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. Je pense que je reviendrai un autre jour pour rencontrer encore une autre où j'ai réagi à cause justement des histoires que j'ai entendues sur DMG TV. Bye bye. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si toi tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le +237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà,
Ciao, ciao.